Bienvenue sur France 24, si vous nous rejoignez, 18h30 à Paris. À la une d'actualité, bras de fer entre la France et le Royaume-Uni qui continue après la noyade au large de Calais de 27 migrants. Paris a annulé la participation britannique à une réunion de crise prévue dimanche en riposte aux propos de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant de Grande-Bretagne. On en parle avec Karim Yayaoui. Karim, bonsoir. Le bras de fer entre Minsk et Bruxelles, également un bras de fer donc au sujet des migrants qui tentent de traverser la frontière avec la Pologne. Il se poursuit ce bras de fer. Alexandre Loukachenko s'est rendu dans un centre d'accueil près de la frontière polonaise. Nous retrouvons notre correspondant dans la région, Gulliver Krag, à la frontière justement. Et la Belgique a annoncé être le premier pays européen à avoir détecté un cas variant du Covid, un nouveau cas du variant du Covid-19 repéré en Afrique du Sud. Un autre cas a été détecté à Hong Kong et un en Israël sur une personne qui revenait du Malawi. C'est un variant potentiellement très contagieux et aux mutations multiples. La tension s'est sensiblement accrue entre la France et le Royaume-Uni après la noyade au large de Calais de 27 migrants qui tentaient de gagner la Grande-Bretagne. Paris a annulé la participation britannique à une réunion de crise prévue dimanche en riposte aux propos de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant de Grande-Bretagne. On fait un point avec Florent Rodeau. Lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. La lettre en question, la voici. Dans ce courrier publié jeudi soir sur son compte Twitter, Boris Johnson appelle Paris à reprendre tous les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni depuis la France. Un accord de retour qui permettrait de décourager les passeurs, selon le Premier ministre britannique. Posté au lendemain du naufrage meurtrier de 27 personnes au large de Calais, ces déclarations ont provoqué l'ire du président français. Depuis Rome, où il a signé un traité pour renforcer les relations bilatérales avec le voisin italien, Emmanuel Macron critique sévèrement la méthode et demande à Londres un peu de sérieux. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Déçu par l'attitude du gouvernement britannique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue Priti Patel dimanche à Calais, où était prévue une réunion avec plusieurs responsables européens. Signe que ces tensions franco-britanniques ont franchi cette semaine un nouveau cap. Bonsoir Karim, c'est l'escalade entre Paris et Londres. Chacun se renvoie la balle sur la responsabilité dans ce dossier des migrants. Alors c'est un dossier douloureux et c'est vrai que l'émotion est particulièrement vive parce que beaucoup avaient alerté sur les dangers qui guettaient les migrants. Le drame était redouté depuis des semaines. Il faut rappeler que le 3 novembre dernier, plus de 1000 migrants avaient été secourus de justesse. La préfecture maritime de la Manche avait ces derniers temps fait état d'un nombre croissant de départs qui n'a cessé d'augmenter depuis 2018, mais encore plus à partir de janvier 2021. Voici un chiffre. 31 500 migrants ont essayé de traverser la Manche entre janvier 2021 et le mois de novembre. Seulement 15 000, entre guillemets, en 2020. Et c'est vrai que début septembre, Gérald Darmanin avait déjà alerté son homologue britannique en lui écrivant une lettre pour évoquer le fait que ce nombre ne faisait que croître parce qu'il y avait véritablement une nouvelle stratégie des passeurs qui sont plus nombreux et donc ce qui provoque la multiplication de ces tentatives. La tension est palpable, on a évoqué cette annulation de cette visite de l'homologue de Gérald Darmanin qui était prévue dimanche. Alors c'est vrai que les Britanniques avaient en quelque sorte promis de reprendre le contrôle de leurs frontières, c'est la promesse qu'ils avaient faite aux électeurs, à ces Brexiteurs, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est une promesse très difficile à tenir face à l'afflux des migrants et les accords du Touquet paraissent complètement dépassés, des accords qui concernent donc la frontière entre la France et le Royaume-Uni, un traité qui finalement situe du côté de la France la frontière et les contrôles britanniques et donc aujourd'hui ces accords du Touquet semblent totalement désuets et puis il y a aussi quelque chose dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est le règlement de
de Dublin qui prévoit, entre guillemets, que la demande d'asile de celui qui tente de trouver refuge, notamment en Europe, elle se fasse dans le premier pays dont il a foulé le sol. Aujourd'hui, c'est complètement caduc puisque la Grande-Bretagne a brexité en quelque sorte. Donc il y a des négociations qui doivent avoir lieu entre Paris et Londres. L'autre tension d'ailleurs, toujours entre Paris et Londres, Karim, c'est la pêche. Alors les pêcheurs français qui ont bloqué, ils ont fait en tout cas plusieurs opérations de blocage aujourd'hui, notamment dans le tunnel sous la Manche. Un conflit venimeux et récurrent depuis le Brexit. Alors c'est vrai que ces opérations ne sont pas une surprise puisqu'elles ont été annoncées dès lundi par le président du comité de pêcheurs des Hauts-de-France notamment. Alors les Français réclament quelque chose d'assez simple, c'était la possibilité de pêcher dans les eaux britanniques, c'est ce qui est prévu dans les accords qui sont liés au Brexit. Le problème, c'est qu'un certain nombre de pêcheurs n'ont pas réussi à obtenir leur licence. Ils pointent du doigt des tracasseries administratives, des Britanniques qui pinaillent dès qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas suffisamment clairs ou un peu flous, ils s'engouffrent dans la brèche. Et aujourd'hui, cette opération, c'est une opération pour rappeler qu'il y a une vraie possibilité de blocage, que les pêcheurs français peuvent aller plus loin. Ils n'iront peut-être pas jusqu'aux opérations qui ont eu lieu du côté des îles de Jersey au mois de mai dernier, mais en tout cas, ils se sentent ragaillardis parce que l'Europe, qui a été étrangement absente de ce dossier, alors que c'est elle qui a négocié le Brexit, ces derniers temps, elle a élevé un petit peu plus la voix en expliquant que les Britanniques devaient régler cette situation avant le 10 décembre prochain. Merci beaucoup, Karim. Emmanuel Macron était à Rome. Le président de la République française a été reçu au Vatican par le pape François pour la deuxième fois de son quinquennat. Lors de cette nouvelle audience, Emmanuel Macron et le pape François ont notamment évoqué les crises migratoires, bien sûr, aux portes de l'Europe. Par ailleurs, une séquence politique pour Emmanuel Macron qui a signé le traité du Quirinal avec le chef du gouvernement italien. Ce traité met l'accent sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le secteur de la défense et de la sécurité. Un moment historique selon Mario Draghi. On écoute Emmanuel Macron. Nous avons aussi acté une série de coopérations renforcées en termes de lutte contre les migrations illégales et clandestines pour démanteler ces réseaux et en particulier mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe ensemble par ces programmes de coopération. Le bras de fer entre Minsk et Bruxelles au sujet des migrants qui tentent de traverser la frontière avec la Pologne se poursuit. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu aujourd'hui dans un centre d'accueil près de la frontière polonaise. Il a promis aux migrants coincés à la frontière qu'il ne les retiendrait pas de force s'ils voulaient gagner l'Europe. Il a appelé l'Allemagne à les accueillir. À la frontière avec la Pologne, la situation est explosive. Selon Varsovie, plusieurs centaines de personnes ont tenté de forcer le passage dans la nuit de jeudi à vendredi. Gulliver Krag, notre envoyé spécial et correspondant dans la région, se trouve à Brusgy, dans le centre pour migrants, dans lequel s'est rendu Loukachenko un peu plus tôt dans la journée. Environ 1700 personnes dorment en ce moment dans le centre logistique du point de passage de Brusgy en Biélorussie. Ils sont au chaud, ils ont où dormir, des matelas par terre pour la plupart. Il y a aussi des palettes en bois empilées jusqu'à 4 étages de haut à certains endroits. Mais 1700 en fait c'est un peu moins que les plus de 2000 qu'il y avait il y a quelques jours. C'est parce que certains Irakiens ont décidé de repartir en Irak par les vols gratuits organisés par Iraqi Airlines. Mais la plupart des Irakiens à qui on a parlé ici ont dit qu'ils n'ont aucune intention de rentrer dans leur pays. Ils veulent absolument gagner l'Union européenne. Beaucoup de personnes nous ont dit que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Et puis bien sûr, pas tout le monde ici n'est irakien. On a aussi rencontré des ressortissants de l'Iran ou encore du Congo. À part le fait d'être au chaud, les migrants se plaignent des conditions ici. Ils disent qu'il n'y a pas assez à manger ou bien que les kiosques ambulantes qui sont stationnés dans la cour de cet immeuble demandent des prix exorbitants pour la nourriture et pour les cigarettes aussi. Un autre grand problème, c'est qu'ils n'ont pas où brancher leur téléphone portable. Maintenir son portable branché, c'est absolument crucial pour un migrant dans une situation comme celle-ci. Donc ça, c'est un grand problème. Mais les migrants semblent garder l'espoir et c'est peut-être aussi parce que le leader biélorusse Alexandre Loukachenko est venu ici ce matin et il a dit qu'il ferait tout pour essayer de faciliter leur passage vers l'Union européenne. Mais l'Union européenne, elle, accuse M. Loukachenko de manipuler ces migrants et ne reconnaît même pas sa légitimité en tant que président de la Biélorussie à cause de l'élection frauduleuse d'août 2020 et de la répression du mouvement de contestation qui s'en est suivi.
Le nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud a déjà fait son chemin. La Belgique a annoncé être le premier pays européen à avoir détecté un cas. Un autre cas de ce nouveau variant a été détecté à Hong Kong, un autre en Israël, sur une personne revenue du Malawi. C'est un variant potentiellement contagieux, très contagieux et aux mutations multiples. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et l'Italie ont déjà interdit les voyageurs en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe. L'OMS doit se réunir en urgence. Récit de Florent Rodeau. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lequel l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, ce nouveau variant sud-africain a été détecté en Belgique. En France, pour l'instant épargné, le ministre de la Santé l'assure, il est aujourd'hui sous haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine Spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. Paris vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. L'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont pris des mesures similaires. Les professionnels du tourisme s'alarment du coup des suspensions de vol, redoutant un désastreux, bien sûr, l'impact sur leur économie. Le ministre de la Santé sud-africain parle d'une décision hâtive. On l'écoute. Il est encore très tôt, trop tôt pour savoir dans le détail quels seront les effets de ce nouveau variant du Covid et quel sera son impact. C'est pour cela que nous estimons que les mesures prises par certains pays, notamment la suspension des vols, sont contraires aux principes et aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. La crise aux Antilles, on vient de l'apprendre, l'obligation vaccinale des personnels soignants est repoussée au 31 décembre en Martinique et en Guadeloupe. Malgré l'instauration du couvre-feu hier soir en Martinique, des violences ont eu lieu. Une nouvelle fois, des journalistes et des policiers ont été visés par des tirs. 10 policiers ont été blessés. Au Lamentin, vous allez le voir, le carrefour est barré depuis lundi. Explication de Franck Zozor pour Martinique la première. Nous sommes à l'un des endroits symboliques de cette grève. Nous sommes au Lamentin, un endroit qui s'appelle le carrefour Mao. Depuis lundi, ce carrefour est barré. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne dans l'intersyndical. C'est, comme disent ceux qui sont sur ce barrage, le peuple qui a pris possession de ce barrage. Ici, on ne demande pas d'argent pour passer. On ne rançonne pas les automobilistes. Ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement fasse un geste contre la vie chère. Ce qu'ils demandent, c'est que l'essence est trop chère, le gaz est trop cher, les aliments sont trop chers. On attend encore une nouvelle augmentation liée à l'augmentation du prix des containers, du transport des containers. Et donc ce barrage ici, ceux qui tiennent ce barrage nous disent qu'ils n'ont pas l'intention de le lâcher tant que le gouvernement ne fera pas un geste pour faire baisser les prix ici en Martinique. Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte au lendemain de la diffusion d'un reportage de France Télévisions mettant en cause Nicolas Hulot. Annonce de la procureure de Paris, Laure Becquot, dans un communiqué. Les investigations s'attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise, a-t-elle expliqué. Au moins 6 femmes, dont une mineure au moment des faits, accusent l'ex-animateur et ancien ministre de l'Environnement de viol ou d'agression sexuelle commis entre 1989 et 2001, ce qu'il conteste. L'Égypte a inauguré hier, lors d'une grande cérémonie accompagnée de feux d'artifice, l'allée des Béliers à Luxor, en présence du président Fattah el-Sisi. Constituée de sphinx à tête de bélier et de corps de lion, l'allée vient d'être restaurée. L'objectif pour les autorités égyptiennes, c'est bien sûr d'attirer davantage de touristes, un secteur qui représente plus de 10% du PIB. Marc Pope. En grande pompe, l'entrée du temple du dieu Amon à Luxor retrouve toute sa splendeur.
L'allée des Béliers qui y mène vient d'être restaurée après des années de travail. L'allée des Béliers a été découverte en 1949, mais entre 2005 et 2011, nous avons réalisé le plus important projet de restauration qui s'est poursuivi sous la direction de l'actuel ministre des Antiquités Khaled Hanani. Nous avons maintenant plus de 1000 statues dont certaines sont sans tête. Longue de 3 km, l'allée des Béliers relie les temples de Luxor et de Karnak. Les sphinx qui la composent sont vieux de plus de 3500 ans. Leur restauration est primordiale pour le pays. L'égyptologie est un fonds de commerce précieux pour le Caire. Chaque année, des millions de touristes se pressent pour admirer les temples et les sites de l'Égypte antique. Les autorités se servent régulièrement de ce passé pour rayonner sur la scène internationale. Luxor mérite bien plus. Il s'agit de la plus importante ville touristique et antique au monde. C'est la Mecque des touristes du monde. L'objectif est avant tout économique. Le secteur touristique emploie 2 millions d'Égyptiens et génère plus de 10% du PIB. Dès qu'elles le peuvent, les autorités ne manquent donc pas une occasion d'en faire la promotion. En avril, une procession de 22 sarcophages de rois dans les rues du Caire avait été retransmise dans le monde entier. L'Égypte devrait bientôt inaugurer un nouveau grand musée égyptien au pied des pyramides de Gizeh.